Monsieur Ledoux, merci pour votre introduction. Donc, le sujet de ma présentation concerne le stockage géologique de CO2 et en particulier les capacités de stockage en Europe, coûts et contraintes réglementaires dans les aquifères savoir-profonds. Alors, le stockage de CO2 est une option, est un concept qui permet d'envisager de réduire très fortement les émissions de CO2 du secteur industriel. Il faut évidemment des sources concentrées et qui soient suffisamment importantes pour pouvoir envisager ce type de solution. Le stockage de CO2, c'est le dernier maillon de solutions technologiques qui sont plus connues sous le terme de CCS ou CCUS, et donc c'est le captage, le transport, l'utilisation et le stockage de CO2. Quand on veut envisager le stockage de CO2 dans le sous-sol, il faut réunir un certain nombre d'éléments. Il faut d'abord avoir identifié des réservoirs. Alors, ce qu'on appelle des réservoirs dans le sous-sol, ce sont des roches poreuses et perméables dans lesquelles on peut envisager d'injecter ce CO2. Mais il faut également que ce réservoir puisse confiner le CO2 qu'on va y stocker et donc qu'il définisse un piège. Donc les pièges, qu'est-ce que c'est qu'un piège? C'est en fait une structure géologique qui va éviter au CO2 de s'échapper. Le CO2 étant plus léger que l'eau, il va avoir tendance à monter et à chercher à s'accumuler au toit du réservoir. Donc, ce piège, et si tel qu'on le voit ici, c'est-à-dire avec un pli, un anticlinal, va pouvoir concentrer et maintenir le CO2 en place. Il faut évidemment aussi un écran, une couche imperméable au-dessus qui va empêcher le CO2 de s'échapper. Et donc cette couche imperméable, ça peut être soit de l'argile, soit du sel. Alors on a différents concepts de stockage. Des stockages qui pourraient réutiliser des structures existantes telles que des gisements de gaz ou de pétrole, tels que on le voit ici, un gisement de pétrole qui serait en fin de vie, dans lequel on pourrait d'abord injecter du CO2 pour finir de récupérer les quelques gouttes de pétrole qui resteraient au sein de ce réservoir, puis ensuite arrêter la production de pétrole pour transformer ce gisement en stockage. On pourrait envisager la même chose avec du gaz. Et puis enfin, dans la mesure où le nombre de gisements dans le monde n'est pas infini, les capacités de stockage les plus importantes ont été identifiées dans les aquifères profonds. On voit ici un aquifère. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un aquifère? C'est une roche perméable, toujours, dans lequel on a de l'eau. Et donc, on injecte le CO2 dans cet aquifère et le CO2 va repousser l'eau et créer ainsi une bulle, un panache. C'est le panache de CO2. La question primordiale, c'est d'essayer déjà de savoir si le captage, transport et le stockage de CO2 répondent bien et sont bien à la dimension du problème que posent les émissions industrielles. On voit ici les valeurs que l'on trouve dans la littérature sur les émissions de CO2 à l'échelle de l'Europe, c'est 4,4 gigatonnes. Et le secteur industriel, lui, émet environ 1,7 gigatonnes de CO2. Donc, c'est sur ce 1,7 gigatonnes de CO2 que l'on va se concentrer et on va regarder, on va sélectionner parmi ces secteurs de l'énergie et de l'industrie bien les unités industrielles qui émettent le plus de CO2 dans des flux concentrés, c'est-à-dire les centrales thermiques, charbon-gaz, la sidérurgie, les raffineries et les cimenteries. Et donc, on voit que lorsqu'on aura sélectionné les émissions sur ces émetteurs-là, eh bien, on estime qu'il faudrait
à l'horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone, capter entre 300 et 600 millions de tonnes de CO2 et stocker entre 100 et 300 millions de tonnes de CO2. Donc vous voyez que c'est entre un tiers et la moitié du CO2 qui serait capté qu'il faudrait stocker. Alors, est-ce que les capacités de stockage qu'on a en Europe sont suffisantes? Eh bien, vous voyez ici une carte des capacités de stockage telles qu'elles ont été évaluées par différents pays. Et en particulier, là, il s'agit des pays qui entourent la mer du Nord. Donc, c'est l'Allemagne, la Norvège, le Danemark, les Pays-Bas et les États-Unis. Et l'on voit que si l'on somme les différentes capacités qui ont été estimées, pour l'essentiel d'ailleurs, dans la partie offshore de ces territoires, on voit qu'on arrive à 300 gigatonnes de CO2. Pour un objectif maximum de 300 millions de tonnes de CO2 par an, qu'il faudrait stocker en 2050, on voit que les capacités sont très largement suffisantes pour envisager de mettre en œuvre cette solution. Donc, d'un point de vue technique, on voit que le stockage de CO2, qui est une opération industrielle, peut être décrite très précisément. Toutes ces phases sont maîtrisées. Et on peut donc conséquemment en déduire les coûts. La première étape, c'est la sélection de sites. Il faut qu'elle soit faite de manière à optimiser le stockage, minimiser le risque, mais également respecter la réglementation et prendre en compte évidemment les contraintes économiques et sociales. Vous avez ici le flowchart qui permet de voir la méthode de sélection multicritère qui permet d'obtenir cette optimisation du choix du site. Mais il faut également pouvoir maîtriser le stockage, la sécurité du stockage. Et pour ça, il faut que cette sélection puisse reposer sur des méthodes et des études qui soient adaptées à chacun des sites, puisque chaque site sera finalement différent les uns des autres. Donc, une étude de sécurité appropriée, mettre en place évidemment des opérations scrupuleuses et mettre en place une surveillance attentive doit permettre de maîtriser la sécurité du stockage. Alors, ce sont des méthodes qui ont été mises en œuvre et qui ont été développées depuis maintenant plus de 20 ans dans le cadre de projets de recherche financés d'ailleurs pour beaucoup par l'Europe et qui reposent également sur une expérience industrielle importante puisque l'exploration pétrolière et gazière s'attache à mettre en œuvre ces opérations de production ou de stockage d'ailleurs, puisqu'on stocke du gaz, dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Donc au final, le cycle de vie du stockage peut être décrit dans toutes ses phases, que ce soit l'exploration pour la sélection de sites, l'exploitation du stockage, puis la fermeture. On peut identifier chacun des éléments qui les différencient et voir les points qui sont susceptibles de créer des variations importantes dans le coût. Par exemple, le stockage de CO2 offshore présente des coûts opérationnels d'exploration qui seront beaucoup plus importants que les coûts d'exploration à terre, onshore. De la même manière, reprendre un gisement déplété pour le stockage et le transformer en stockage devrait coûter beaucoup moins cher que de partir d'une zone vierge qu'il faudra explorer pour le stockage de CO2. Donc au final, on voit que finalement, le coût de l'exploration est relativement indépendant du type de capture ou du type de transport. Que le coût de l'exploitation, elle dépend essentiellement des infrastructures existantes ou pas.
infrastructure de transport, mais aussi infrastructure pour l'injection. Est-ce qu'il existe des puits déjà que l'on peut réutiliser, ou est-ce que ces puits peuvent présenter un inconvénient pour le stockage et donc être une voie de fuite, par exemple, auquel cas ce stockage devrait être mis en sécurité. Enfin, ces ouvrages devraient être mis en sécurité. Enfin, pour la fermeture du site, on voit qu'il est nécessaire d'avoir un contexte de surveillance, enfin, des opérations de surveillance qui soient les plus sûres et efficaces possibles pour garantir la sécurité de ce stockage après la fin des opérations. Et pour cela, d'ailleurs, la réglementation prévoit de mettre en place une soute, une réserve financière qui devra être alimentée par les opérateurs et qui sera destinée à couvrir les risques possibles qui pourraient être liés après la remise, après ces 20 ans donc, et après la remise de ce site de stockage à l'État. Donc, on voit que d'un point de vue technique, l'opération de stockage est maintenant aujourd'hui maîtrisée. On va parler maintenant des contraintes économiques, des contraintes réglementaires et des contraintes sociétales. Alors, les contraintes économiques, elles sont relativement claires sur ce transparent. On voit que, par exemple, le projet de stockage, de captage, transport et stockage de CO2 qui s'appelle Longship et qui est soutenu par des industriels et l'État norvégien nécite, puisque c'est un projet qui a démarré, 22,8 milliards d'euros. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour les deux usines qui sont concernées par ces opérations, ça reviendrait à un coût du stockage de 232 € la tonne de CO2 capté, transporté et stocké. On voit également que l'investissement pour le stockage, pour un stockage, 854 millions d'euros. Et si on estime qu'un stockage industriel doit avoir une dimension qui permette de stocker environ 200 millions de tonnes de CO2, on voit que le prix du stockage représenterait à lui seul 22 € la tonne. Or, quand on prend la valeur du CO2 actuellement sur le marché européen, il était de 26 € la tonne en août 2019, il a chuté après l'effet Covid à 15 € la tonne. Donc 15 € la tonne pour couvrir de telles opérations, aujourd'hui, ce n'est pas économiquement viable. Tout repose sur le fait que le prix du CO2 va forcément augmenter, puisque les contraintes sur les émissions vont être durcies au travers des différentes réglementations qui sont mises en place au niveau européen, c'est-à-dire le pacte vert, le Green Deal, et les différentes stratégies qui sont mises en place par les États, par exemple, la Norvège ou la France, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, juste un petit mot sur ce 232. Ce 232 représente en fait la phase initiale, c'est-à-dire que pour 800 000 tonnes de CO2, quand on passera à 5 millions de tonnes de CO2 captées au niveau de ces usines, à ce moment-là, le prix du CO2 devrait être divisé par deux. On voit finalement que ces prix sont tout à fait solides, puisque une récente étude produite par l'ADEME montre que si l'on mettait en place le captage, transport, stockage de CO2 sur les entités industrielles qu'on a sur Dunkerque et en Normandie, sur le Havre, eh bien, en fait, le prix de la tonne de CO2 captée, transportée et stockée varierait entre 80 et 150 € la tonne. Donc, on est dans des fourchettes de prix qui sont tout à fait équivalentes à celles qu'on a vues précédemment pour la Norvège. Et on voit également que le coût du stockage offshore deviendrait tout à fait similaire à celui qui était indiqué tout à l'heure pour la Norvège. Alors, vous avez pu remarquer qu'en fait, je parle beaucoup de stockage de CO2 offshore et assez peu onshore. Eh bien, tout cela, c'est lié essentiellement à des problèmes d'acceptabilité.
Donc, quelles sont les perspectives pour l'Europe? Je les résume ici. 600 millions de tonnes de CO2 en 2050, 300 millions de tonnes de CO2 captées, stockées en 2050 pour l'Europe. Et pour la France, ce serait entre 15 et 40 millions de tonnes de CO2, ce qui est tout à fait significatif. C'est loin d'être négligeable. Et on voit également que dans la stratégie nationale bas carbone qui a été publiée fin 2019 par l'État français, le CCS est une solution qui est sollicitée pour permettre d'atteindre la neutralité carbone. Alors les verrous, comme je le disais tout à l'heure, l'essentiel, le premier des verrous, c'est l'adhésion du public. C'est une solution technique, technologique qui est mal connue, qui concerne le sous-sol, qui est un endroit qui inquiète et qui est peu compris par la population. Et donc, il est clair que la mise en œuvre de cette solution technologique mérite une véritable adhésion du public. Et pour cela, il faut l'informer et lui expliquer clairement quels sont les enjeux qui sont liés à cette solution. Les verrous suivants concernent le problème de la concurrence et donc les possibles fuites carbone, car si l'Europe met en place des contraintes sur la production de biens décarbonés, il est clair que une tonne d'acier qui viendrait d'un pays où ces contraintes ne seraient pas appliquées coûterait beaucoup moins cher que la tonne du produit qui serait décarboné et produit en Europe. Donc il y a une discussion aujourd'hui sur une taxe carbone aux frontières qui devrait d'ailleurs être discutée en mars 2021 à l'Europe. Enfin, la réglementation. Donc là, clairement, les réglementations qui sont aujourd'hui disponibles sont des vieilles réglementations qui datent des années fin 90, début 2000, et qui nécessitent d'être rénovées parce qu'elles étaient tellement précises qu'elles n'envisageaient pas l'ensemble des solutions technologiques que l'on envisage de mettre aujourd'hui. En particulier, par exemple, le transport de CO2 par bateau n'est pas intégrable dans la directive ETS. Elle nécessitera donc d'être modifiée pour permettre ce transport. Il y a également le problème de la responsabilité financière en cas de fuite, qui n'est pas clairement définie dans la directive CCS, donc qui méritera de l'être. Et puis enfin, le protocole de Londres qui empêche aujourd'hui le transport de CO2 entre les pays. Et donc, il faudra ratifier un accord qui a été proposé en 2009 et qui est toujours en attente de ratification. Enfin, le dernier verrou, c'est le verrou économique. Il faut avoir un modèle d'affaires pour les industriels qui puisse reposer sur des hypothèses garanties sur le long terme. Aujourd'hui, les industriels doivent pouvoir faire reposer leurs projets sur des bases financières qui soient garanties, comme les contraintes réglementaires. Il faut aussi que l'accès aux capacités de stockage soit garanti, puisque les installations industrielles sont des installations qui sont destinées à durer une vingtaine d'années. Il n'est pas pensable de devoir être balloté par un cours du CO2 qui varie à ce niveau-là. Enfin, ils doivent être rassurés sur la couverture du risque. Voilà, donc en conclusion, je dirais que la technologie du stockage, c'est comme la technologie du captage, ce sont des technologies qui sont aujourd'hui disponibles, qu'on pourrait mettre rapidement en œuvre, mais ils doivent pouvoir bénéficier d'un support tel par exemple que celui qu'on a pu mettre en place pour les énergies renouvelables. Et il faut que les conditions économiques et réglementaires soient adaptées finalement au contexte particulier du CCS. Voilà, je vous remercie de votre attention et pour conclure, je vous présente le club CO2, qui est donc un club qui associe toutes les parties prenantes qui sont concernées par le CCUS. Donc, vous avez parmi dans ce club des industriels, des laboratoires de recherche et des représentants de l'État. Merci.